Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'update lecture, le bilan du mois d'avril. Cette update lecture va être rapidement fait parce que j'ai pas énormément lu en fin de mois d'avril. Enfin, il y a ça plus ces livres-là, mais ça va être divisé en deux. Mais bon, en tout cas, ce mois-ci, du coup, j'aurais lu 40 livres. Voilà, j'en avais prévu 17, mais beaucoup, rien que ça, par exemple, c'était pas prévu que je les réalise. Mais ça a été rajouté parce que j'avais du temps, donc voilà, c'est très bien en fait, voilà. De me prévoir 17 livres comme ça, c'est vraiment parfait parce que du coup, ça me laisse après libre cours, comme là, de rajouter 23 livres, parce que j'ai envie. Donc, on va commencer par La Maison Bleue Horizon de Jean-Marc Desnos. Donc, du coup, j'avais lu Brocélia le mois dernier et je m'étais dit, il faudrait que je commence par la genèse. Donc, les enquêtes paranormales de Alan Lambin. Parce que Brocélia, c'est quand même 5 romans après celui-là. Donc, du coup, je me suis dit, je commence par les premières enquêtes paranormales de Jean-Marc Desnos avec son personnage Alan Lambin, qui va revenir dans 5 enquêtes paranormales. Je me suis acheté les 2 prochaines, donc là j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle. Donc j'ai vraiment adoré ce roman, d'autant plus après lecture, parce que je me suis rendu compte que l'enquête que va mener Alan Lambin, c'est l'enquête qu'aura mené l'auteur. Je ne vais pas vous en dire plus parce que voilà, mais c'est tiré d'une histoire vraie. C'est complètement dingue, parce que c'est une enquête paranormale. Mais au-delà de ça, ça va tourner surtout autour d'une histoire d'un soldat qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et donc du coup, il va y avoir toute une histoire de recherche de généalogie. Notre personnage va enquêter dans cette Maison Bleue Horizon, va être confronté à de nombreuses choses. Et ensuite, ça va tourner vraiment sur un côté très historique, très généalogique, que j'ai adoré. Là, je dirais que la plume ne m'a pas subjugué non plus par moment, parce que il y a beaucoup de répétitions ou de la description à foison. C'est-à-dire que quand il va rentrer dans une pièce du manoir, il va absolument tout décrire, la décoration. Et ça me gonfle un peu. Donc, voilà. C'est l'un de ses premiers romans, donc faut être indulgent, je pense, parce que dans Brocélia, c'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que je suis pas plus inquiète que ça, parce que entre lui et Brocélia, il y a eu énormément de changements, donc je pense que le tome 2, 3, 4, c'est son évolution, donc ça me fait pas plus peur que ça. Mais alors vraiment, j'ai été énormément touchée par cette histoire. Janvier 1985, tout commence par un message laissé sur le répondeur d'Alan Lambin, enquêteur spécialiste en phénomène de hantise. Une maison, dans un village de la Somme, semble hantée par un esprit qui effraie la famille qui y vit. En quittant sa chère Bretagne, Alan ignore encore l'enquête bouleversante qui l'attend et les cauchemars qui vont le projeter au cœur des tranchées de 1915. Bloqué par les tempêtes de neige, sous le regard perçant d'un étrange corbeau, Alan réussira-t-il à libérer cette maison de ce qui le tourmente? Parfait, c'est de l'auto-édition, donc ça soutient les auteurs. Voilà, vraiment, je peux que vous le conseiller si vous aimez les enquêtes de paranormal, l'urbex, les recherches historiques, les recherches généalogiques. Voilà, c'est vraiment topissime. Ensuite, j'ai lu Night of the Witch, donc c'est un premier tome, je crois que c'est une duologie parce que le tome 2 est annoncé pour cette année, je crois. Alors là, j'ai plutôt bien aimé, mais il y a un truc qui m'a dérangé. C'est-à-dire que au niveau du pitch, on y est carrément, j'ai adoré. On est au XVIe siècle, donc dans les années 1500, on est en Allemagne, et l'État règne en maître sur l'Allemagne, du moins sur la ville où on est. Et ils font une énorme chasse aux sorcières. Sauf que c'est pas forcément des sorcières qu'ils arrêtent, comme la plupart d'ailleurs des massacres à la sorcière qu'il y a eu, mais dans cette histoire il y a des vraies sorcières, donc c'est pour ça qu'on dit des fausses, c'est des vraies sorcières. Et on va suivre une vraie sorcière qui va se retrouver à devoir cohabiter, ou du moins enquêter avec un chasseur, qui est le bras droit du pire commandant de l'armée de chasseurs de sorcières. Et du coup, on va suivre ces 2 personnages. Le problème est que
Malgré les deux points de vue, les choses vont trop vite entre eux. Parce que on est carrément sur un enemies to lovers, hein, c'est pas moi qui vous l'apprends, c'est marqué juste là. Ça va être un enemies to lovers, sauf que quand on fait un enemies to lovers, il faut savoir un peu doser. C'est que l'enemies to lovers, c'est bien quand c'est un slow burn, mais pas trop non plus. Mais c'est bien quand cette petite histoire de romance arrive à partir du 3/4 du livre, pour que vraiment les deux personnages apprennent à se connaître, qu'ils comprennent un peu pourquoi ils commencent à s'enticher l'un de l'autre, etc. Alors que là, vraiment, ça arrive beaucoup trop rapidement et pas forcément pour les bonnes raisons. Il est beau, il est séduisant... voilà, c'est trop facile. Et après ma lecture, je suis allée voir un peu les avis du coup, et il y en a beaucoup aussi qui disaient que cet enemies to lovers devenait lovers trop rapidement, alors que l'ambiance générale, alors que l'histoire générale aurait pu rendre cette relation interdite beaucoup plus attrayante, beaucoup plus intrigante et surtout mettre beaucoup plus de tension, quoi, parce que là il n'y en avait quasi pas. C'était trop simple, trop rapide d'un coup. Et du coup, ça m'a un petit peu gâché l'histoire, vraiment, parce que ça arrive trop facilement. Et c'est vrai que quand on nous dit un enemies to lovers, c'est quand même une trope qui promet beaucoup de choses, qui promet de la tension, qui promet de l'attente, qui promet le moment, l'instant T où vraiment ils vont devenir lovers. Il faut que ce soit vraiment un soulagement énorme, quoi. Et du coup, là, on l'a pas, et du coup, ça un peu... ouais, c'est le soufflet qui redescend. Mais pour l'histoire en elle-même, vraiment pour cette chasse aux sorcières, je vais continuer à lire cette histoire. Je vous aurais pas dit ça après lecture, mais là, du coup, j'ai laissé un petit peu monter les choses, faire balancer certaines choses ou quoi dans l'histoire. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Et maintenant, je suis sûre que je lirai le tome 2, parce que vraiment, pour l'histoire en elle-même, je l'ai trouvé vraiment extra. D'autant plus que à la fin du roman, il vous donne vraiment des notes historiques, parce que la ville a vraiment existé, les procès ont vraiment existé. Donc, le fait que ce soit appuyé sur des choses réelles, ça m'aide beaucoup aussi à me dire que j'ai vraiment envie de savoir la suite, même si c'est romancé et que c'est transformé, ça reste quand même une très bonne histoire, même si, voilà, cette enemies to lovers est complètement ratée pour moi. Ensuite, j'ai lu le magnifique, splendide tome 2 de La promesse d'Avalon. C'est vraiment une première fois pour moi de toute ma vie que je lis une histoire qui touche au mythe arthurien, aux légendes arthuriennes, à la Dame du Lac, à Excalibur. J'ai jamais lu ça, vraiment. Et du coup, je me suis lancée dans cette histoire vraiment avec La promesse d'Avalon. Il est là. Je m'étais acheté ce livre-là au salon de Montreuil vraiment sur un coup de tête. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, quoi. Et puis après, je l'ai lu, mais c'était dingue, je pensais qu'à lui. Et puis après, j'ai de suite dit à ma libraire, je fais là, il faut absolument que tu me trouves le tome 2 rapidement. Et mon Dieu, cette duologie est vraiment fabuleuse. Là, pour le coup, c'est vraiment un enemies to lovers, parce que même s'ils s'aiment, ils se foutent sur la gueule, ils s'engueulent, ils se font des coups de crasse, ils se battent entre eux. Enfin, vraiment, il y a vraiment une vraie tension, là. C'est vraiment un vrai enemies to lovers qui est palpitant, qui est passionnant, vraiment. Cette histoire d'amour, on y croit, mais on veut que ça se termine bien, mais on sait que ça ne peut pas se terminer bien, et du coup, on est forcément frustré, mais de la bonne manière, parce qu'on sait que il fallait que ça se finisse soit mal, soit bien. Dans les deux cas, on aurait été d'accord avec, mais c'est vrai qu'on aurait préféré que ça se finisse bien. Mais bon, le tome 2, on ne sait pas vraiment. Vu la fin, on ne sait pas. Mais alors, toute cette histoire autour d'Excalibur, avec... parce qu'on va beaucoup parler d'Excalibur, on va beaucoup parler de Arthur, de Merlin, de la Dame du Lac, des Dames d'Avalon, beaucoup parler de ça, de cette histoire-là, qui a créé cette Excalibur, qui a créé cette épée. Et puis d'un autre côté, on va beaucoup parler de la mythologie grecque. Mais alors, ce mélange-là est magnifique. Mythologie grecque, parce que le démon qui est là, ça s'appelle Baël, c'est l'un des rois, les rois d'Orient des enfers, l'un des plus grands rois d'Orient, mais c'est surtout, il y a les anges qui vont arriver, on va expliquer pourquoi, comment les anges ont été créés, pourquoi il y a eu la guerre entre les cieux et les enfers, on va apprendre que les dieux et les déesses, en fait, étaient chassés, en gros que Zeus avait créé les cieux, avait créé les anges, que la plupart des anges étaient en fait des anciens dieux, et que les dieux qui n'ont pas voulu se transformer en anges, ils ont été tués, quasi tous,
et que les anges, ceux qui ont été amenés aux enfers, c'était les dieux qui n'ont pas voulu suivre Zeus au paradis. Enfin vraiment, il y a tout un truc qui a été vraiment hyper réfléchi, et vraiment pour mélanger Arthur, Excalibur et la mythologie grecque, c'est un mélange explosif et totalement original, et pour moi c'est un énorme coup de cœur cette série. Vraiment, c'est un truc de dingue. Vraiment, vraiment, vraiment un truc de dingue. Je saurais pas vous dire comment autre chose, enfin vous dire comment les choses autrement que comme ça. Je vous ai quand même dit pas mal de choses sur l'histoire, mais vraiment foncez, si vous l'avez dans votre palle, foncez un peu, c'est une duologie, donc vous prenez pas trop de risques à vous lancer dans une série à foison et devoir attendre les tomes qui apparaissent, parce que là du coup il y aura que ça. Mais ce qui s'ajoute à ça, c'est la plume de Lizzie qui est vraiment magnifique, super fluide. On a de Lise, pardon, pas de Lizzie. On a des chapitres courts, donc un rythme vraiment haletant. Au milieu de ça, entre les deux personnages qu'on va suivre, il y a une humaine qui va être aussi un personnage super important. Alors qu'on ne s'y attendait pas, elle se retrouve au milieu des trucs et puis elle va devoir gérer des choses auxquelles elle ne croyait même pas à la base. Et donc vraiment, il y a vraiment énormément de choses qui sont au top. Il y a beaucoup de personnages touchants, comme le père, qui va être aussi au milieu de tout ça. Il va faire certaines fois des choses qui vont peut-être vous mettre l'arme à l'œil. Enfin vraiment, il y a pléthore de choses dans ce roman qui pourraient vous faire totalement chavirer. Ensuite, pas plus tard qu'hier, j'ai lu le dernier tome de Aveline Jones. Je suis très dégoûtée qu'il n'y ait pas d'autres tomes parce que j'aime beaucoup ces petites histoires comme ça, horrifiques, d'Aveline. Donc ça, c'est le 3e tome, mais vous n'êtes pas obligé de lire dans l'ordre, hein. C'est vraiment des histoires indépendantes, il n'y a pas de fil conducteur entre les 3. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment super contente parce que, avec ma classe, je suis en train de préparer une thématique sur le petit peuple, sur les légendes arthuriennes, tout ça. Et du coup, quand j'ai fini de préparer cette séance, j'ai commencé à lire ce livre-là qui parle aussi des légendes, des fées, des lutins, etc. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture de ce tome-ci que des 2 précédents. Parce que là, il y a tout un côté très sombre, très... comment expliquer, lié à la famille, très lié aux amis, parce qu'ils vont se retrouver tous les 3 dans une galère monumentale, à devoir revivre les événements du tome 1 et tome 2 qui les ont traumatisés. Il va y avoir tout un côté très machiavélique avec cette fée maléfique. Il va y avoir une histoire de disparition d'un membre de la famille d'Aveline qui vont devoir enquêter dessus, pour savoir pourquoi il a disparu. Et il y a surtout cette volonté de réunir toute une famille, de rendre les gens heureux, de pas laisser les choses au hasard et d'aller jusqu'au bout des choses. Et du coup, Aveline, là, elle s'est montrée incroyablement courageuse, incroyablement astucieuse, réfléchie et posée, malgré la terreur qui l'habite. Son amitié avec Harold est absolument magnifique. Il y a Sammy qui va se rajouter à ce petit duo. Et du coup, ils vont former un trio maintenant. Mais le problème, c'est que voilà, je suis déçue parce que maintenant qu'il y a encore plein de choses qui se sont rajoutées émotionnellement, et c'est fini, on ne les reverra plus. Ce qui est super dommage parce que, vu la manière dont c'est fait, on aurait pu faire encore plein d'autres enquêtes comme ça, plein d'autres choses historiques à explorer parce que dans chaque histoire, on se repose encore une fois sur des faits historiques réels. Donc c'est vraiment incroyable. Et là, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce roman, c'est qu'à chaque début de chapitre, on a des citations qui vont avoir un rapport avec l'histoire qu'on lit. Donc là, par exemple, à chaque chapitre, on va avoir des passages de livres qui vont traiter des fées. Donc là, par exemple, c'est la tertre des fées de Scarbury, légende locale. Quand tu ne seras plus que poussière et os, nous serons toujours là. C'est vraiment plein de citations comme ça en début de chapitre qui rajoutent encore un petit peu de cette touche de réalité. Comme là, par exemple, on a un extrait du poème Les Fées, du recueil poème de William Allingham en 1850. On a des extraits de livres, La Communauté des Esprits de Robert Kick, 1961. Il y a vraiment plein de choses qui sont superbement écrites là-dedans. Et donc ça, c'est le tome... là, on a le tome 1 et là, on a le tome 2. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit, et je suis très déçue du coup qu'il n'y ait pas de suite.
Ensuite, on va parler graphique. J'ai lu le tome 3 des Ericornes, donc de Kid Toussaint. Il est paru il n'y a pas très longtemps chez Le Lombard. C'est une histoire de licorne. Nous allons suivre 5 ou 6 héroïnes qui vont devoir faire un voyage, comment on appelle ça? Un voyage plutôt initiatique parce qu'ils doivent se rendre dans un temple de la déesse pour faire on ne sait quoi dedans vraiment. La série n'est pas terminée. Et en fait, sur leur chemin, il va leur arriver pas mal de mésaventures, hein, parce qu'on veut les empêcher d'arriver au temple. Et donc du coup, c'est vraiment une histoire un peu toute mignonne, parce que, eh bien, ça fait un peu à la Power Rangers, parce que nos héroïnes peuvent se transformer en véritables héroïnes en ayant des super pouvoirs ou des artefacts magiques. Par exemple, voilà, elles sont liées à leur licorne et quand elles font une certaine formule, elles se retrouvent en super héroïnes avec des super pouvoirs. Et leur licorne tout autant. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est assez girly, très girl power, mais vraiment très très bien. Voilà, c'est de la fantasy héroïque. Voilà, ça marche très très bien et donc moi je suis totalement preneuse de cette histoire. En plus les graphiques sont vraiment très très beaux, hein. On passe vraiment un très très bon moment au niveau pour les yeux, aussi pour l'histoire. C'est vraiment très très bien et puis toutes les héroïnes qu'on suit sont vraiment toutes différentes l'une de l'autre, donc vraiment il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut s'identifier à au moins une de ces personnages et de ces licornes. Ensuite, j'ai lu le tome 7 des Sœurs de Grémillet. Les Sœurs de Grémillet, c'est une série aussi de graphiques qui m'habite, qui me marque vraiment, comme les Grimoires d'Elphie par exemple. Ces deux séries-là, c'est vraiment des séries que je suis très régulièrement et de près. Je veux toujours être au courant de la nouveauté qui va suivre parce que j'ai super envie de lire le nouveau à chaque fois. Et donc du coup là, ça va mettre une BD qui va me toucher plus que les 6 autres tomes. Parce que là, c'est donc les trois sœurs qui forment un club d'enquêtrices. Et cette promesse de créer ce club s'est faite devant la statue du dragon. Sauf que cette statue va disparaître. Et elles vont enquêter sur cette disparition de statue. Mais d'une façon très originale parce que nous avons la grande sœur qui est Cassiopée, qui va s'inscrire à un concours de nouvelles et du coup elle va écrire une histoire et pour écrire cette histoire elle va s'inspirer de tout ce qu'elle a déjà fait avec ses sœurs et donc du coup de ces 3 héroïnes qui enquêtent sur des choses qui se soient passées. Et donc du coup on va suivre leur avancée dans l'enquête de cette disparition du dragon à travers l'histoire que va inventer Cassiopée. Et donc du coup elle va être maître de l'histoire mais elle va aussi du coup intégrer ses 2 petites sœurs et tout ça va tourner autour de la thématique de l'échec. Est-ce que on a le droit d'échouer? Est-ce que c'est mal d'échouer? Est-ce que le fait d'échouer est vraiment quelque chose de mal en soi? Est-ce que ça apporte que du négatif derrière? Donc c'est vraiment quelque chose de très bien parce que chacune des 3 sœurs, à leur manière, vont connaître un échec. Et du coup, tout ça va être relié à l'enquête du dragon parce que est-ce que c'est vraiment un échec de ne pas retrouver le dragon? Est-ce que c'est un échec de ne pas toujours finir une histoire de manière positive, de manière héroïque? Voilà, c'est vraiment tout un joli melting pot de plein de choses. Est-ce que c'est forcément obligatoire qu'une histoire se finisse bien? Est-ce que parce que une histoire se finit bien parce qu'on a résolu l'enquête ou est-ce qu'elle peut se finir bien pour une autre raison qu'avoir résolu l'enquête? Enfin vraiment. Voilà, il y a vraiment plein de belles choses là-dedans. Et rien que hier encore, j'ai conseillé à une jeune fille de lire Les Sœurs Grémillet. Et elle a tout de suite sauté dessus. Donc vraiment, je suis très contente et j'espère qu'il n'y aura pas de fin à cette série. Même si c'est qu'un seul par année, mais c'est vraiment un rendez-vous que je loue pas. Et voilà, j'espère que ça ne se terminera pas. Ensuite, j'ai lu Le Croque-en-Mur, le dernier graphique de ce mois-ci. C'est un album pour les jeunes. Mais celui-ci, je vais le lire peut-être un peu plus tard, mon fils, que maintenant. Parce que j'ai vraiment envie déjà qu'il parle et puis qu'on puisse échanger parce que ça va être un sujet compliqué. Le Croque-en-Mur, c'est un jeune renard qui intervient dans les maisons des défunts pour faire le tri un peu dans les affaires. Et il va prendre certaines choses pour lui, et il va revendre certaines choses. Mais cet aspect matériel ne fait pas tout dans l'histoire. Il y a vraiment quelque chose qui tourne. Enfin, vraiment, la thématique principale de cet album, c'est la mémoire des gens qu'on perd.
Et cette histoire m'a vraiment émue parce qu'elle m'a fait beaucoup penser à papy qu'on a perdu l'année dernière. Et je pense que c'est vraiment une magnifique manière d'expliquer aux enfants que même si la personne n'est plus là, ces mémoires subsistent dans ce qu'on garde même le moindre petit objet peut contenir des millions de souvenirs et des souvenirs super importants. Et c'est vraiment tout ça que cette histoire raconte, et même là, quand je vous en parle, c'est vraiment très émouvant, c'est très fort comme manière de penser, poétique, la manière de voir la mort. Donc voilà, je garde cet album très précieusement. Quand Léon me posera un peu des questions sur papy, et pourquoi il est plus là, et etc., etc. Donc vraiment, c'est une très belle histoire, rien que pour ce message-là, mais c'est aussi une magnifique histoire pour la manière dont c'est dessiné. C'est très doux, mais à la fois sombre, mais les graphismes sont très doux, alors que c'est une histoire quand même assez sombre, hein. On parle de la mort, du deuil, et j'ai trouvé que c'était d'une douceur avec tous ces animaux-là qui viennent un petit peu mettre de la pommade sur une blessure peut-être encore ouverte pour certains. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment les graphismes extrêmement beaux, extrêmement poétiques. Voilà, je suis vraiment en amour devant cet album et j'ai vraiment hâte. Là par exemple, vous voyez, c'est les souliers. Et en fait, il explique aux jeunes que les souliers comportent l'un des plus chers souvenirs à la personne qui les avait portés. Donc voilà, c'est vraiment splendide. Et donc on doit les illustrations à Jérémy Paillet, P-A-I-2-L-E-R, Paillet. Voilà, très beau travail, et franchement les deux ensemble, ils ont vraiment fait quelque chose de magnifique, vous voyez. Ça c'est le souvenir qui était dans les ballerines, parce qu'elle a dansé avec son amour, avec son grand amour dans ses ballerines. Et du coup, voilà, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, vraiment, il tient cette promesse d'album émouvant. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est l'un des plus courts de lecture que je vous aurais fait. Mais au moins, voilà, ça vous détend un petit peu, c'est un peu moins long. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés ici et que vous souhaitez me donner votre avis, c'est avec grand plaisir. Je vous dis du coup à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, et je vous fais plein de gros bisous.